Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lucie de Coverstyle, le podcast de la rénovation créative. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je suis accompagnée de Marine, une designer talentueuse qui a, vous allez voir, un parcours extrêmement riche et intéressant. On va aborder avec Marine un sujet un peu différent, peut-être un peu plus technique, je dirais, puisqu'on va parler de la magie des couleurs de la lumière, les aspects techniques, les innovations et la science qui se cachent derrière tout ça pour transformer les espaces intérieurs. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Un très grand merci d'avoir répondu présente aujourd'hui pour ce podcast. Comment tu vas ? Ça va bien. Hâte d'être en vacances, mais ça va très bien. C'est hyper chouette de t'avoir, surtout que là, du coup, pour l'enregistrement, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai appris plein de choses avant de t'interviewer. Donc, je pense que moi-même et les auditeurs, on va apprendre beaucoup de choses sur ce thème qu'on va aborder. Eh ben, écoute, je te propose de te présenter, nous expliquer aux auditeurs qui tu es, ce que tu fais, et puis comme ça, on en saura un peu plus sur toi avant d'entamer le sujet. Avec plaisir. Moi, je suis Marine Rouit-Leduc, je suis artiste et designer. J'ai démarré, j'ai découvert le design en 98, j'avais 16 ans, et c'était à l'occasion d'une exposition à Paris qui s'appelait Making Things de Issey Miyake. Et ça a été un moment clé dans ma vie puisque j'ai vraiment décidé à ce moment-là de consacrer ma vie à la création. Et j'ai entamé des études d'art appliqué et de design à l'ENSI, les ateliers. Euh, et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie, dans l'électronique grand public au Japon, chez Kenwood. Et j'ai été marquée lors de mon séjour et puis après de mes nombreux séjours au Japon par le rapport que les Japonais entretiennent avec le quotidien, le rapport ritualisé. Et cette dimension-là que j'ai qualifiée à l'époque d'esthétique du quotidien guide aujourd'hui ma pratique de design et mes projets et me permet de repousser à chaque fois la réflexion que j'ai sur un projet. Et donc ma carrière, je l'ai continuée dans l'industrie. J'ai commencé ma carrière donc, dans l'industrie, donc ce qui n'est pas forcément, même si en tant que designer, évidemment, on est designer industriel, donc pour moi c'était très logique, mais dans l'imaginaire collectif plus commun, le design il est rattaché plutôt à la décoration, au mobilier. Moi j'étais vraiment dans un grand groupe industriel et ça m'a permis de faire un peu d'expérience. Puis j'ai aussi travaillé dans le monde en agence pour parfaire ma pratique du design. Et j'ai monté en 2014 mon propre studio, Meaningful, qui est basé à Paris et au sein duquel on développe des activités de conseil en innovation et en numérique pour nos clients, mais j'ai aussi développé ma propre activité de recherche et de création qui me permet et qui m'a permis depuis 3 ans de développer notamment ce sujet autour des couleurs de la lumière. Chez Meaningful, on a des clients justement très industriels et donc cette activité de recherche et de création nous permet d'interroger d'autres thématiques que celles que vont nous poser nos clients. Et c'est ce sujet-là que je vais un peu plus développer aujourd'hui et qui me tient à cœur depuis 3 ans, ce thème de recherche des couleurs de la lumière. Ok, super. Et ouais, en fait, le design, du coup, ça a toujours été... tu l'as su tout de suite, en fait, que t'allais professionnellement parlant évoluer dans ce secteur-là, en fait. Oui, alors bon, j'ai un peu triché parce qu'effectivement, je viens d'une famille, d'un côté, d'une famille d'architectes et de l'autre, ma mère est peintre. Donc effectivement, je pense que j'ai pas voulu vraiment faire de choix. Donc j'ai coupé la poire en deux. J'ai décidé de faire du design. Donc j'étais effectivement dans un environnement à la fois entrepreneurial, créatif et voilà, et en même temps assez pragmatique parce que l'architecture c'est assez pragmatique. Donc le design faisait un peu la synthèse de tout ça. Je pense à l'époque, ça me parlait pour cette raison-là. Mais effectivement, j'étais assez déterminée jeune. Et dès 16 ans, dès l'âge de 16 ans, même si j'aurais pu faire des études classiques, voilà, faire une grande école, etc., j'ai vraiment bifurqué tout de suite dans des études qui me permettaient d'être dans le champ de la création, en tout cas des arts appliqués. Et effectivement, j'ai commencé un peu comme un apprenti à 16 ans.
Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait pas mal d'années d'expérience, en tout cas de pratique du projet, de design dans des formes très variées et dans des contextes très variés. Ouais, c'est vrai que ton parcours est assez impressionnant, je trouve. Et puis on verra au fur et à mesure de la conversation les différents projets que tu as menés. Et tu parlais donc d'un projet de recherche. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose que tu fais seul ou tu le fais avec d'autres designers? Vous travaillez ensemble et vous combinez un peu vos différentes compétences, vos différentes idées? Ou c'est vraiment toi qui choisis tes sujets de recherche et qui les mènes toute seule? Alors effectivement, au sein de l'agence, j'ai toujours eu, du studio Meaningful, j'ai toujours eu la volonté de préserver ce que j'appelle un espace de lab ou de recherche qui nous permette d'initier nos propres projets, alors à petite échelle, puis à plus grande échelle, mais en tout cas, c'est un peu notre bac à sable et de se dire effectivement, quand on est designer, on est très à l'écoute des clients, on a tendance à effectivement se conformer, même si on apporte une vision créative sur les projets, mais en tout cas, on part d'une demande. Et dans les études que j'ai faites, notamment à l'ENSI, les ateliers, il y avait quand même une approche du design qui était très créative et qui était souvent, on avait souvent beaucoup de latitude pour remettre en question les sujets qui nous étaient proposés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, évidemment, avec mes projets clients, mais évidemment, il y a toujours un cadre dans lequel on ne peut pas repousser les limites. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans le cadre du lab de l'agence, je voulais vraiment pouvoir répondre à des problématiques, mais sans avoir à donner une structure particulière ou à, à, à me conformer à la demande client, parce que on avait aussi à l'agence des visions, des choses qu'on voulait proposer autour du numérique, par exemple, des formes qui effectivement n'étaient peut-être pas industrialisables à court terme ou nécessitaient plus de liberté, de latitude et même de risque en fait. Et donc je voulais vraiment qu'on ait cet espace-là. Donc c'était d'abord un espace collectif, mais évidemment que j'ai créé pour moi en premier. Enfin, égoïstement, moi j'avais ce besoin-là après je me suis dit il faut que si j'ai ce besoin, probablement les autres designers de l'équipe en ont besoin. Donc essayons de nous créer cet espace-là, ce temps-là. Ce qui n'est pas évident parce que quand on a une agence de design, il faut être rentable, il faut gagner sa vie et que pour dégager ce temps-là et continuer à être rentable, il faut être très efficace, il faut être très organisé. Et c'était pas toujours évident les premières années de vraiment consacrer du temps à des projets de recherche, de création ou de prototypage de nouveaux produits, etc. Mais on a quand même réussi à le faire, à même dégager de l'argent pour financer des prototypes. On a développé une marque de papeterie, on a développé des prototypes interactifs, un objet qui permet de faire de la méditation et d'interagir avec la lumière. D'ailleurs, à l'époque, c'était déjà le sujet. Et quand le sujet des couleurs de la lumière, lui, il s'est structuré à partir grâce à une bourse de recherche qui s'appelle la bourse Agora pour le design, et que pour le coup, pour laquelle mon équipe m'a incité à postuler. Et donc c'est intéressant parce que cette dynamique collective, elle a été, c'est à la fois une bourse à laquelle j'ai postulé à titre personnel, mais en l'intégrant dans la dynamique collective de Meaningful. Donc, on va dire que je l'ai portée en nom propre parce que ça me permettait de la relier aussi à toutes les choses que j'ai évoquées avant, le rapport au quotidien, tous les centres d'intérêt que j'avais pu développer dans ma pratique personnelle du design. Mais c'est quand même l'équipe qui m'a poussée à le faire et dans le développement de cette bourse que j'ai remportée donc en 2021, évidemment que je m'appuie sur l'ensemble de l'équipe Meaningful pour mener les projets, pour les développer, pour mener les recherches, etc. Donc effectivement, c'est moi qui guide la vision, la réflexion, qui fait la synthèse de tout ça, mais tout le monde participe aux projets qui ont été générés grâce à cette réflexion et à cette bourse de recherche. Ouais, donc c'est vraiment une réussite, oui, personnelle, mais aussi effectivement collective. Et je pense que tu es reconnaissante de ton équipe aussi. Ouais, complètement. Surtout, même de m'avoir un peu, parce qu'évidemment, il y a toujours beaucoup de casquettes quand on est entrepreneur. À la fois la casquette effectivement du chef ou de la chef d'entreprise qui est très rationnel et qui se dit j'ai pas le temps de faire ça, il faut pour qu'on fasse du business, etc. Et c'est vraiment mon équipe qui m'a dit bon là maintenant tu te mets en avant et tu prends la parole aussi en tant qu'auteur quelque part et qui m'a incité à reprendre un peu la main sur une posture un peu plus de créateur, on va dire.
et qui en même temps nourrit l'agence parce qu'effectivement cette posture de créateur, plus que de designer pur, elle nous permet d'aller au-delà de ce qu'on fait habituellement, elle nous permet d'ouvrir les champs. Voilà, et donc c'est vrai, mais c'est objectivement mon équipe qui m'a aidé à passer cette barre, ouais, complètement. Mais j'ai 2 associés et des collaborateurs, une designer qui est là depuis 7 ans et qui sont très à la fois partie prenante des projets, dans la création également, hein, parce que on parlera des projets. Il y a des projets qui sont vraiment faits dans des séances de réflexion collective où tout le monde propose des idées, etc. Et aussi dans la dynamique de développement des projets, c'est-à-dire de me dire, bon, ça on le fait, on t'aide à préparer ta présentation, on t'aide à préparer ton concours. Enfin voilà, j'ai pu me mettre dans une posture inverse de celle que j'avais avec mes collaborateurs à l'époque. C'est-à-dire, moi, je les encourageais, je les aidais dans leurs projets. J'avais un rôle de mentor ou de leader dans des projets clients classiques. Et là, ils ont fait ça pour moi, pour le projet de la Bourse Amoura. Donc ça, c'était aussi super intéressant. C'est d'être dans la position inversée où moi, je faisais mon travail, le designer, et eux me disaient, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est ce qui m'a permis de remporter cette bourse à l'époque. Ouais, c'est un beau travail d'équipe. Et puis, de toute façon, j'imagine que certains projets sont tellement énormes et demandent tellement de temps qu'en fait, tu ne pourrais, enfin, tu as vraiment besoin d'avoir justement, comme tu me disais, tes collaborateurs qui te disent un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Ouais. Ouais, et puis après, c'était aussi une ambition initiale, je pense, enfin, pas forcément exprimée comme ça, mais elle a toujours été latente de travailler en équipe j'ai toujours eu l'idée que ce que j'avais envie de faire dans le design touchait à tellement de compétences différentes, y compris vis-à-vis des projets que je fais avec les clients, à aucun moment j'envisageais de mener ces projets seuls. Donc il y a toujours eu que je passe, que ce soit du côté des projets de création ou des projets, on va dire, plus industriels, qui nécessitent des méthodologies de design, etc. J'ai toujours eu une vision quand même euh, très respectueuse des différents métiers qui composent un projet de design. Et donc pour moi, je ne me voyais pas être capable de mener cette chaîne de valeur de bout en bout, juste moi toute seule en fait. Donc c'est vrai que Meaningful existe aussi, et donc maintenant je m'appuie sur cette équipe aussi parce que j'avais eu cette vision, parce que j'ai la conviction qu'un projet de design, s'il va adresser des enjeux larges ou des échelles larges, etc., peut difficilement se mener seul. Effectivement, quand on est seul, on peut travailler sur un objet, on peut le dessiner, on peut le résoudre, etc. Mais un projet de design, ça couvre aussi euh, la problématisation, la stratégie en amont, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, et ça va jusqu'en aval. Et donc, ça couvre quand même énormément de compétences, de la capacité à conceptualiser une offre ou un produit, jusqu'à la capacité à la matérialiser, à la mettre sur le marché. Et donc, dans cette chaîne de valeur-là, j'estimais pas être capable de faire tout de A à Z. Et j'estimais au contraire qu'un projet de design, il a toute sa force et sa valeur s'il est mené par les bonnes personnes au bon moment et orchestré de la bonne manière. Donc, de cette vision-là, et les Meaningful pour nos clients, et de cette équipe Meaningful, c'est ce qui m'a permis maintenant de développer effectivement des projets qui tirent parti de ces compétences-là, aussi dans les champs plus de création et artistique, etc. Ouais, très bien. Et donc, pour en revenir à tes projets, donc là, du coup, ce que tu expliquais, c'est qu'il y a vraiment cet aspect, ta spécialité, en fait, c'est lié avec la couleur, la lumière, etc. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu de l'aspect, parce que j'imagine qu'il y a un aspect scientifique qui se cache derrière avant de mener toutes ces recherches. Il faut un peu comprendre comment ça fonctionne, la lumière, les couleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect scientifique, pardon, de la couleur et de la lumière, et le lien, en fait, finalement, entre ces deux éléments? Avant de rentrer là-dedans, ce que je peux déjà expliquer, c'est quel est vraiment le vrai. En fait, je me suis intéressée à la couleur et pourquoi je travaille sur les couleurs de la lumière. Parce que en fait, beaucoup d'architectes, de designers, d'artistes ont théorisé la relation qu'entretient la couleur avec notre environnement. J'ai compris que c'était le sujet du podcast précédent. Il y a beaucoup de documentation théorique et d'explications, d'applications pratiques sur comment utiliser la couleur, quels effets elle peut avoir sur notre bien-être, sur notre confort ou même sur les interactions des couleurs entre elles. Mais je me suis aperçue que
Mais souvent, quand on parle de couleurs dites matières, c'est-à-dire celles qu'on va trouver sur un papier peint, sur du papier tout court, sur la peinture des murs, ou sur voilà, la couleur au sens matière. Je vais revenir après aux deux champs théoriques de la couleur. Et moi, je me suis aperçue que depuis quelques années, on a des nouvelles technologies comme la LED qui permettent de créer pas mal de couleurs. En fait, aujourd'hui, il y a de la LED, ce qu'on appelle RGB, qui permet de colorer la lumière. Mais en fait, cette technologie, et c'est souvent le problème des technologies, comme elle permet de faire beaucoup de choses, on n'a pas structuré aujourd'hui dans la couleur de la lumière des gammes ou des relations entre les couleurs. En fait, on a dit, OK, vous pouvez y faire toutes les couleurs que vous voulez avec cette technologie. Charge aux utilisateurs ou aux architectes, aux designers de se débrouiller avec ça. Ça, c'était mon point de départ. Et ça veut dire, mais donc, alors que dans le champ de la couleur matière, on a structuré des gammes, on est obligé parce qu'on ne peut pas produire toutes les couleurs à l'infini. Donc, quand je suis un fabricant de papier peint, à un moment, je propose quand même des gammes de couleurs. Quand je suis un fabricant de peinture, je structure mes gammes, je nomme mes couleurs, etc. Mais dans le champ de la couleur de la lumière, en fait, on n'a pas fait cet exercice-là en tant que designer, industriel, etc. Certains industriels comme vous l'ont fait parce que vous avez justement des films de couleurs. Donc là, vous êtes dans le champ de la couleur lumière, justement. Ouais. Et vous avez commencé à le faire. Mais effectivement, parce que vous êtes en lien aussi avec la matière, d'une certaine manière. Vous êtes quand même obligé à un moment de choisir ce que vous allez produire versus ce que vous n'allez pas produire. Et donc voilà, donc au départ, c'est à la fois cette arrivée de cette nouvelle technologie des LED qui permet de colorer la lumière qui m'a fait me dire, c'est marrant, on colore la lumière, mais du coup, ça finit en gadget dans les chambres d'ados. Oui, et les ados doivent se débrouiller eux-mêmes pour dire c'est quoi la couleur bleue qui fait pleurer. Il y a des fils TikTok incroyables sur comment choisir la bonne couleur de LED, mais on voit bien que les utilisateurs se débrouillent eux-mêmes avec créer leur propre référentiel. Et donc ça, c'était le point de départ, c'est comment créer sur le champ de la couleur de la lumière des référentiels comme on le fait aujourd'hui dans le champ de la couleur matière. Et donc mes recherches ont porté sur voilà, qu'est-ce que la couleur lumière, quelles sont les techniques qui permettent de produire de la lumière colorée. Donc au départ, j'avais vu effectivement les LED, mais j'ai élargi mes recherches à des techniques très larges, donc les filtres colorés, les vitraux. J'ai élargi à des domaines qui sont un peu entre couleur matière et couleur lumière, qui sont les textiles aussi, qui vont créer de la translucidité. Donc, est-ce qu'on est dans la couleur matière ou dans la couleur lumière? Voilà, et donc ces recherches m'ont amené à la fois à étudier théoriquement qu'est-ce que la couleur de la lumière versus la couleur matière, et ça, on y reviendra sur l'aspect théorique. Ouais. Comprendre les effets, essayer d'identifier toutes les ressources scientifiques qui existent pour savoir s'il y a des effets différents entre peindre un mur en vert ou avoir une lumière verte, par exemple, parce qu'effectivement, la source n'est pas la même. C'est dans le cas de peindre un mur en vert, effectivement, ça va vous renvoyer des ondes vertes, mais ça va peut-être pas avoir le même effet à la fois sensible, esthétique, que de mettre une lumière verte. D'ailleurs, on le voit tous, c'est-à-dire peindre un mur en vert, en pâle, ça peut être très joli. Si vous mettez la même chose en lumière LED, ça va tout de suite être beaucoup plus criard ou ça va pas évoquer du tout les mêmes choses, en fait. Voilà, et donc il y a une partie théorique d'études un peu scientifiques de ce que produit, quelles sont les techniques, qu'est-ce qu'ils produisent comme effet, et puis une partie expérimentale qui m'a amené à me constituer une bibliothèque de ce que j'ai appelé une luminothèque, qui était une bibliothèque qui permettait d'expérimenter plein de techniques de lumière colorée. Ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu collecter des sources de lumière, des filtres, etc. Et à partir de ça, de commencer à expérimenter des associations comme un designer, de vraiment travailler des associations de couleurs, des associations de sources et de filtres. Et de ça sont nés les objets, les projets qui structurent cette recherche et qui l'incarnent, puisque c'est une recherche par le design. Donc le but étant effectivement d'incarner cette recherche dans des prototypes, dans des objets, pour faire un aller-retour entre cette concrétisation et les effets, la théorie qu'on peut en dégager. D'accord. Ah. Ouais, donc là, j'apprends vraiment en fait que du coup, si je prends par exemple, imaginons, je prends un client qui voudrait mettre par exemple l'un de nos revêtements Cover Steel sur un mur, par exemple, on va prendre une référence. Donc voilà, on a un vert foncé. Et par exemple, le fait de mettre cette couleur avec un revêtement ou la mettre via la lumière, en fait, l'impact sera peut-être complètement différent malgré le fait que ce soit de base la même couleur, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le perçoit assez facilement quand on est dans
enfin, on ne perçoit pas du tout la couleur matière et la couleur lumière de la même manière. Enfin, ça n'a pas du tout la même matérialité. Effectivement, une couleur produite par un filtre coloré appliqué sur un vitrage va créer une ombre colorée ou un reflet coloré. Enfin, en tout cas, va créer, oui, une atmosphère colorée lumineuse. Alors qu'effectivement, si vous appliquez cette même couleur, alors je sais pas si on peut même pas, il faut la transposer de toutes les façons. Ça a été d'ailleurs un exercice que moi j'ai fait dans certains projets, de voir comment on peut transposer des couleurs dites matières. C'était le cas dans un projet que j'ai fait à la Villa Savoie du Corbusier, qui a travaillé ce qu'on appelle la polychromie architecturale, qui sont des gammes de couleurs qui s'intègrent dans son architecture. Mais donc, c'est souvent des couleurs qu'il applique sur les murs, donc des couleurs, je dirais, matières, qui étaient d'ailleurs historiquement plutôt des papiers peints. Et je me suis attelée à essayer de voir comment transposer ces couleurs en couleur lumière. Donc, quel serait le filtre coloré correspondant, quelle serait l'impression sur textile correspondant. Et c'est là où, techniquement, en fait, on est vraiment dans deux domaines différents, puisque la couleur matière obéit à la synthèse soustractive. C'est celle que vous faites quand vous prenez vos gouaches et que vous mélangez du jaune et du bleu pour faire du vert. Donc vous avez les trois couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Alors que dans la synthèse additive, qui est la logique de production de lumière colorée ou de couleur lumière, là les trois couleurs de base sont le vert, les RVB, le rouge, le vert et le bleu. Et c'est en mélangeant ces couleurs que vous obtenez les couleurs complémentaires. Et dans la synthèse soustractive, en mélangeant toutes les couleurs, vous obtenez du brun ou du noir, alors que dans la synthèse additive, en mélangeant toutes les couleurs de la lumière, vous obtenez le blanc. Donc, une lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin, du spectre de Newton. Donc, c'est pas du tout la même logique de production de couleurs, donc même techniquement, vous avez deux champs physiquement totalement différents. D'accord, ok. Et donc, effectivement, quand vous utilisez un filtre coloré, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez quand même une matière qui effectivement, elle-même, obéit peut-être quand vous faites de la teinture à une logique de synthèse soustractive. Mais une fois que vous l'appliquez devant un filtre, devant une source lumineuse et que la lumière traverse, ben là, on est dans une logique de filtre coloré, donc probablement de synthèse additive. Voilà. Est-ce que, donc ça c'est vraiment une question par curiosité qui me vient à l'esprit, mais si on prend une même couleur, mais qu'on l'a par exemple d'un côté en couleur, j'imagine par exemple, je sais pas, une lumière qui va être un peu orangée, mais qui est une lumière naturelle, et à contrario une lumière orangée artificielle, est-ce que le fait que ce soit la même couleur, mais que d'un côté elle soit artificielle et de l'autre côté naturelle, est-ce que là aussi ça change au niveau de l'impact de la couleur? Alors, effectivement, tu pointes un sujet qui est très intéressant et qui est plus, justement, là, je vais plutôt parler de ce que moi j'ai observé et de ce que j'ai constaté en termes de symbolique et d'impact sur l'esthétique, sur les expériences. On a deux champs totalement opposés. Parce que la lumière, effectivement, enfin, en tout cas, dans les couleurs de la lumière et dans la lumière en général, il y a vraiment deux mondes. Il y a la lumière naturelle, qui est, on va dire, un peu le référentiel ultime. C'est-à-dire que quand on a produit des lumières artificielles, on a toujours essayé de reproduire ou de se rapprocher. En tout cas, on s'est toujours référé à la lumière naturelle comme étant l'étalon, voilà, qui pose la cible. En tout cas, même les échelles de mesure de la lumière sont mesurées par rapport au degré d'éclairage, de lumière naturelle. Mais dans la couleur, c'est pareil. Il y a ce qui va se référer à la lumière naturelle, qui est quand même humainement, on est effectivement, tous les éclairagistes travaillent toujours autour de cet axe-là, c'est-à-dire comment reproduire la lumière naturelle dans un environnement qui ne le permet pas, en général. Et quand on est dans le champ de la lumière artificielle, donc très souvent, et c'est là où justement le monde de la couleur de la lumière n'est pas souvent exploité, c'est qu'on cherche plutôt à essayer de reproduire les effets d'un environnement naturel, d'une lumière naturelle. Avec plus ou moins de degrés de puissance, par exemple. Très classiquement, quand on éclaire des bureaux, on essaye d'avoir une intensité plus forte pour pouvoir stimuler l'attention. Et puis effectivement, quand on est dans des habitats, on ne cherche pas non plus à avoir un niveau de luminosité
aussi élevée que dans un bureau parce qu'on est dans des activités plus reposées. Donc, on va plutôt aller chercher des lumières crépusculaires ou des lumières qui se rapprochent de la lumière du matin ou du soir. Mais ça reste, le référentiel, c'est la lumière naturelle. Effectivement, une lumière orange artificielle, il suffit de regarder très vite dans le référentiel collectif, ça va évoquer le monde de la nuit, parce que c'est là que ces lumières sont présentes. Ouais. Ça va évoquer l'artificialité, en fait, tout simplement, parce que c'est une lumière artificielle, donc ça va évoquer vraiment des univers très différents, de la fête, de la nuit. Donc, symboliquement, on n'est plus du tout dans le même registre. En tout cas, quand on parle de couleur de la lumière. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas évident, d'ailleurs, de créer une continuité entre des objets qui sont issus de lumière artificielle ou de lumière naturelle, parce que c'est vraiment presque diamétralement opposé en termes de symbolique. Voilà. Mais les deux sont intéressants, et effectivement, on navigue, nous, maintenant qu'on a accès à l'électricité depuis plus de 100 ans, dans ces deux mondes. Et donc, évidemment, forcément, on navigue dans la lumière naturelle depuis beaucoup plus longtemps, mais la lumière artificielle, elle a son propre langage et son propre référentiel aujourd'hui, qui peut être attaché au monde de la nuit, qui peut être maintenant attaché au monde des écrans, par exemple, qui deviennent des outils pour produire de la lumière artificielle. Et donc, ça devient une forme de langage en soi, langage de la lumière des écrans. Voilà, c'est d'autres référentiels, en fait. Et c'est aussi une grammaire qui peut se structurer, qui peut se développer, en fait. Est-ce que tu dirais donc qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qui existent, est-ce qu'on arrive vraiment de manière artificielle à vraiment se rapprocher au plus près de la lumière naturelle? Est-ce qu'on arrive à créer une lumière artificielle qui se rapproche vraiment énormément de la lumière naturelle? Je crois qu'on arrive à... Enfin, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui très, très avancées d'éclairage qui, effectivement, peuvent amener des qualités lumineuses, proches, en tout cas, créant un sentiment de confort et de bien-être proche de la lumière naturelle. Après, on restera... on n'aura pas d'équivalent à ce que produit, effectivement, le fait d'être à l'extérieur, humainement. Physiologiquement, il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité d'éclairage qu'on peut produire dans l'environnement, on sait que physiologiquement, être à l'extérieur ou avoir accès à une source de lumière naturelle produit des bénéfices qu'on ne sait pas reproduire avec uniquement la lumière artificielle. Il y avait des études sur le confort qui étaient faites où, effectivement, par exemple, on savait que une chambre d'hôpital sans fenêtre versus une chambre d'hôpital avec fenêtre, il y avait 20% plus de guérison dans une chambre où il y avait une fenêtre. C'est des choses qui peuvent paraître assez bêtes et assez naturelles, mais en fait, c'est scientifiquement prouvé. Alors, je dis 20%, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'était de cette ordre de grandeur-là. En tout cas, il y avait un pourcentage plus élevé de guérison, de rapidité de rémission, de guérison, évidemment, on parle pas de traitement, mais de post-traitement, en tout cas, de sortie d'hôpital un peu plus... Voilà, donc le rapport, on sait que la lumière naturelle, elle a un impact sur notre sommeil, par exemple. Au-delà de la qualité lumineuse qu'on peut créer. Donc, tous ces besoins physiologiques qui sont humains, parce qu'à la base, on vit par rapport au cycle de la lumière et du soleil, ceux-là, ils sont pas remplacés par la lumière artificielle en tant que telle. Mais néanmoins, aujourd'hui, effectivement, il y a des techniques d'éclairage et des manières d'amener l'éclairage dans les pièces qui permettent de créer un sentiment de bien-être, un sentiment de confort, de surtout, en fait, bien gérer la continuité entre des sources d'éclairage naturelles, comme une fenêtre, et des zones dans la pièce qui vont être plus artificielles. Donc, et ça, c'est effectivement à la fois les technologies, mais à la fois la manière de les mettre en œuvre, en jouant sur de la lumière indirecte, par exemple, qui vont donner l'impression que la lumière, elle est comme quand elle vient d'une fenêtre, en fait, elle va être très diffuse dans la pièce, en jouant, ou alors à l'inverse, en jouant de manière beaucoup plus expressive sur des points chauds de lumière pour illustrer l'idée d'un point d'une bougie ou d'un feu, etc. Mais on va essayer de mimer un petit peu les choses dont on a naturellement besoin et physiologiquement eu besoin et dont on a toujours un peu indirectement besoin, en fait. Mais effectivement, on n'aura pas les effets réels que peut avoir le soleil avec toutes ses qualités. De toute façon, on sait pas évidemment reproduire l'intensité lumineuse du soleil. Et ensuite, il y a d'autres qualités dans la lumière du soleil qui nous apportent des bénéfices physiologiques ou
ou aussi des problématiques, hein, comme les UV, etc. Mais en tout cas, qui sont des choses qui participent de notre bien-être. Dans le cadre d'un projet que j'avais fait avec un client, bien avant de faire ce travail de recherche précisément sur les couleurs de la lumière, c'était un travail vraiment d'étude sur le confort et le bien-être. Parmi les 4 critères, on va dire, de confort qui avaient été établis à l'époque par ce client, qui étaient la lumière, la qualité de l'air, l'acoustique et la chaleur. La lumière apparaissait toujours comme le critère numéro 1 de bien-être et de confort. Le son également, mais en tout cas, le son était souvent évoqué comme un critère d'inconfort parce que voilà, dans des espaces de travail partagés, par exemple, le bruit, etc. Mais la lumière ressortait toujours en numéro 1. Instinctivement, je pense que les humains savent que c'est fondamental dans leur existence. Ouais. Oui, et puis la plupart des gens, je pense que toi comme moi, quand on a choisi notre maison, notre appartement, un des critères principaux était d'avoir un espace lumière. Ouais. C'est ce que veulent la plupart des gens, effectivement. Ouais. Mais effectivement, c'est pas toujours possible. Et nous, c'est le cas dans nos bureaux. On a déménagé pour avoir un espace plus grand. Et on était dans des bureaux qui étaient très lumineux, mais très bruyants. Pour aller dans des bureaux plus grands, mais en rez-de-chaussée, donc avec un risque en hiver d'avoir quand même une source de lumière beaucoup plus faible. Et en plus, on a fait un choix qui n'était pas très naturel, qui a été de mettre les bureaux, pas forcément ce qu'on appelle en premier jour, proche des fenêtres, mais plutôt en deuxième rang. On a privilégié de mettre les salles de travail collectif, la cuisine, etc., proche des fenêtres. Donc, a priori, il y avait un risque que les gens derrière leur poste de travail passent plus de temps dans une zone pas très éclairée. Et en fait, le travail qu'on a pu faire sur l'éclairage, alors là, il n'y a pas de lumière colorée, mais il y a quand même un choix sur la couleur de la lumière qui est plus ou moins chaude dans le champ de la lumière blanche. Ça nous a permis quand même de créer une ambiance et de justement créer cette continuité entre lumière naturelle et lumière artificielle de manière très, très très agréable et voilà, donc on a travaillé des sources d'éclairage qui éclairent à la fois de manière très uniforme les bureaux et en même temps de manière indirecte les plafonds. Donc du coup, on a ce sentiment d'être complètement entouré de lumière, de ne pas avoir de points d'éblouissement et de points chauds de lumière. Donc là, il y a des techniques effectivement des fabricants qui font des produits très bien pour ça et qui nous conseillent aussi sur les sources lumineuses à mettre à quel endroit. Et effectivement, là, c'est plutôt les couleurs qu'on a choisies aussi dans l'espace qui viennent aussi donner à cet éclairage un sentiment de naturalité, en fait. C'est pas... Enfin, voilà, on n'a pas choisi des murs totalement blancs, on a choisi des murs blancs cassés, voire jaunes, voire verts, et en fait, on a des touches de couleurs très douces qui donnent aussi un sentiment presque de naturel, alors que ça ne l'est pas du tout dans l'espace. Et donc, le retour souvent que j'ai dans cet espace, c'est « Ah, l'éclairage est très bien travaillé », mais je pense qu'en partie, c'est lié aussi à la manière dont les couleurs sont traitées dans l'environnement et renvoient cette lumière. Donc, c'est toujours un jeu, en fait, entre couleur-lumière et couleur-matière, qui est fait. C'est pour ça que théoriquement, on peut séparer les deux champs, mais en fait, plastiquement et pratiquement, c'est évidemment toujours très pauvre. Dans la réalité, il y a toujours des réflexions d'une lumière sur un mur qui du coup va créer un mix des deux. La lumière, elle n'existe jamais seule non plus, quoi. Donc c'est pour ça que c'est plus complexe que ça en est théoriquement. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que là, les auditeurs sont en train de se dire ah oui, en fait, c'est si complexe que ça. Et oui, donc en fait, mais c'est aussi pour ça que les architectes souvent abordent cette question de la lumière ou de la couleur. Quand je parle d'architectes, c'est des architectes qui vont construire le bâtiment, etc. Pas forcément les architectes d'intérieur qui vont être très soucieux de ce type de détails, évidemment. Mais quand on est à l'échelle d'un gros projet et qu'on finit par dire allez, on met quel éclairage, quelle peinture, ça finit toujours en blanc et c'est le pire parce que effectivement, on crée pas de contraste, on crée pas de nuances. Et on se retrouve avec soit une lumière blanche qui se reflète sur des murs blancs, donc il n'y a aucun intérêt, soit une lumière... Enfin voilà, en fait, c'est dès qu'on amène un peu de couleur d'un côté ou de l'autre que ça devient un peu plus intéressant sans être non plus dans... Il n'y a pas besoin non plus d'être dans des contrastes hyper marqués, même si après ça peut devenir un choix de faire des couleurs très pop, etc. Mais en fait, on voit bien naturellement, par exemple, que les Hollandais ils vont avoir tendance à mettre beaucoup de sources de lumière
très chaude à plein d'endroits et qu'en fait, ça crée effectivement des jeux de contraste dans une pièce qui vont aussi donner un sentiment de naturel, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, Caroline, dans le podcast précédent, nous expliquait qu'en fait, là d'ailleurs, j'ai appris quelque chose parce que je pensais pas. Mais oui, que le blanc, c'était pas la meilleure couleur à mettre dans un intérieur parce qu'effectivement, l'impact était pas forcément bon. Alors qu'effectivement, moi, avant, bah là, du coup, j'avais vraiment appris quelque chose. Je savais pas que... Et du coup, je suppose que la lumière blanche, parce qu'il existe, enfin, je dis ça parce que chez moi, j'en ai une lumière qui dégage vraiment une lumière très, très blanche. Je trouve que l'impact, en tout cas sur moi, est vraiment pas... j'aime pas trop par rapport à une lumière qui va être un peu plus dans les tons jaunes, quoi. Je trouve que les lumières blanches sont agressives et pas agréables. Ouais, effectivement. Alors, au-delà des questions de lumière colorée, voilà, de lumière LED, RGB, qui se permettrait de faire des lumières rouges, vertes, etc. Si déjà on reste dans le champ de la lumière blanche, il y a effectivement une gamme de couleurs dans cette lumière blanche. Il y a des lumières chaudes et des lumières froides qui sont caractérisées par des degrés Kelvin. Donc souvent, les éclairagistes vous demandent de choisir entre une lumière à 2700 Kelvin ou à 3000 ou à 4000. Et donc plus on est dans des chiffres élevés, plus on va se rapprocher en théorie de la lumière du soleil, c'est-à-dire une lumière blanche, donc plus intense. Mais c'est vrai que souvent, elle est plutôt utilisée, en tout cas, les éclairagistes ou les fabricants d'éclairage vont plutôt vous recommander d'utiliser ces lumières dans des environnements de travail ou hospitaliers où vous avez besoin d'une grande visibilité de l'espace, de vos tâches. Mais c'est pas des lumières qu'on va mettre dans un intérieur ou dans un habitat, sauf à faire un choix particulier de ça. Oui. Et donc, effectivement, souvent, c'est un peu la norme, la convention. Après, je suis pas sûre que ce soit toujours valable, parce que, encore une fois, tout dépend de à quelle échelle vous appliquez cette lumière. Vous pouvez très bien jouer avec 2 types de lumière chaude et froide, et c'est là que ça devient intéressant d'ailleurs. C'est que c'est un autre aspect de mes recherches, c'est que la couleur existe jamais seule. Et donc, essayer de caractériser les effets d'une couleur, que ce soit de couleur ou de couleur de lumière, versus une autre, indépendamment du contexte ou de comment elles sont associées entre elles, je trouve a très peu de sens. C'est pour ça que il n'y a pas de théorie pure sur la couleur ou sur la lumière. Je pense que Caroline a dû vous dire la même chose. Parce que, en fait, les couleurs, elles n'ont de valeur que l'une par rapport à l'autre. Et donc, pour revenir au champ de la couleur de la lumière blanche, effectivement, on va souvent vous recommander de prendre des lampes à 2700 Kelvin qui vont avoir une lumière plus chaude pour les intérieurs et les habitats. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est une convention parce qu'effectivement, notre culture nous amène à traiter les choses comme ça. Et effectivement, parce que quand on est dans une pièce de vie, en train de regarder la télé, on n'a pas besoin d'un grand niveau d'éclairage, mais il y a aussi tout le rapport que peuvent avoir enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que la question, c'est aussi quelle est la forme de cette lampe, de cette lumière, où est-ce qu'elle s'installe dans la pièce. Et encore une fois, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes en mixant de nature de couleurs. Donc, par exemple, dans ma salle de bain, j'ai pas du tout choisi la lumière pour le coup, mais il y a 2 sources lumineuses. Alors, tous les matins, je regarde si c'est vraiment pertinent. J'ai pas encore la réponse, mais il y a une source très blanche et une source très jaune. Et en fait, mélanger, ça crée effectivement une ambiance qui marche pas trop mal. Indépendamment, après, si j'allume que l'une ou l'autre, c'est l'enfer. Mais le tout jaune ne marche pas comme le tout blanc marche pas. Donc, c'est là où ça devient intéressant de voir aussi comment combiner ces différents degrés de couleur, une qui va être plus orangée, une qui va être plus blanche, pour selon les usages. Parce qu'effectivement, dans la salle de bain, on va se maquiller, on va faire des choses qui nécessitent une grande clarté, mais on n'a pas toujours non plus envie de se voir comme ça tous les matins. Donc voilà, il y a des choix à faire, et aussi dans la manière dont la source diffuse. Pour moi, c'est ça le plus important, diffuse la lumière. Ouais, donc c'est un gros travail. Et puis j'imagine aussi que toi, ça permet aussi de t'amuser, on va dire, quand tu travailles sur les différents projets, pardon, d'essayer d'associer tout ça. Et du coup, ce qui amène ma question suivante, c'est quelles sont vraiment les différentes manières d'intégrer ces éléments dans un projet de design et comment est-ce que tu les adaptes en fonction de la demande du client ou du projet que tu souhaites mener?
Alors aujourd'hui, comme c'était vraiment une démarche de recherche basée sur les couleurs de la lumière, avec, comme je l'ai dit, toute une part théorique qui d'ailleurs n'est pas exhaustive pour l'instant, mais qui m'a permis de balayer à la fois les aspects scientifiques de la couleur et de la lumière, à la fois les effets physiologiques. Mais c'est tellement vaste qu'évidemment, c'est un sujet que je pourrais explorer encore pendant 10 ans. Il y a eu cette partie expérimentation qui m'a permis aussi de tester. Alors, j'ai mis en place plein de choses avec des sources LED, avec des filtres colorés. De ça, j'en ai produit des objets qui sont soit des objets de design, soit des œuvres d'art, des sculptures. Et pour l'instant, je vais plutôt parler de ce qui a été fait dans le cadre de ce projet de recherche et donc de contexte plus artistique. Je me suis surtout basée sur, à chaque fois, le contexte d'exposition dans laquelle j'allais avoir à présenter des pièces ou des œuvres. Donc, comme par exemple, à la Villa Savoie, j'avais cette idée, j'avais ces recherches sur les couleurs de la lumière, en général. Et dès le début, je me suis rendu compte que ça reste très théorique et que pour incarner ces recherches, il me fallait un espace. Il me fallait un contexte, quoi. Encore une fois, la lumière, elle n'existe pas si elle n'est pas... il lui faut un cadre. Ouais. En fait, en tant que telle, la lumière, on ne peut pas la dessiner, en fait. C'est impossible. Donc, il faut un espace dans lequel on la met en scène, dans lequel elle s'incarne. Et donc, j'ai postulé à ce programme artistique qui s'appelle Monde Nouveau et qui proposait de créer une œuvre en lien avec un des monuments du Centre des Monuments Nationaux. Et mon fils d'architecte, effectivement, j'avais visité lors de mes recherches un peu par hasard la Villa Savoie, qui est qui est un monument emblématique du Corbusier, qui est très connu par tous les architectes du monde entier comme un peu l'incarnation, l'icône de l'architecture moderne, parce qu'en fait, c'est un bâtiment assez petit, mais qui incarne les 5 points de l'architecture moderne, la fenêtre en bandeau, la maison sur pilotis, le grand plan ouvert, et tous les principes de l'architecture moderne. Ouais. Et c'était une échelle qui était en même temps intéressante pour moi parce qu'on restait dans le langage domestique de la villa bourgeoise avec sa cuisine, sa salle de bain, son parking, etc. Donc voilà, je m'étais dit, ça peut être intéressant de raconter une histoire autour des couleurs de la lumière dans ce contexte-là, parce qu'il me faut un espace et je ne vais pas devenir moi-même architecte et créer cet espace. Et voilà, donc Sidao fait cette proposition, elle a été acceptée et à partir de là, je n'avais pas encore construit de projet, j'avais juste cette intention-là. Mais il fallait proposer une exposition, des installations qui pouvaient s'installer dans un monument historique et puis tout simplement dialoguer avec cette architecture qui a une particularité qui est très ouverte. Et comme c'est un des principes de l'architecture moderne, il y a la fenêtre en bandeau, il n'y a pas une pièce de la villa qui n'est pas baignée de lumière naturelle. Donc très naturellement, effectivement, ma proposition s'est orientée autour d'objets qui allaient dialoguer avec cette lumière naturelle. Aussi pour des raisons d'expérience, parce qu'en fait, les visiteurs venant en général de 10h à 17h, enfin les horaires d'ouverture du bâtiment étant des horaires de jour, j'aurais pu essayer d'intégrer des lampes ou des objets qui jouent avec la lumière artificielle, mais ça aurait été moins perceptible dans un contexte où on visite cette villa de jour. L'exposition donc c'est très pragmatique, c'était prévu en avril. Il faisait jour quand même toute la journée, donc si j'avais commencé à faire des installations avec des lampes, en fait, ça n'aurait pas été très, très visible. Ouais. Et aussi, ça avait du sens, bien sûr, de parler de lumière naturelle dans cette villa, qui a quand même un surnom, qui est la Villa des Heures Claires, donc qui est justement une villa qui est un peu comme une boîte à lumière, et dans laquelle le soleil tourne autour, et donc vient changer la perception des espaces en fonction de sa position. Donc j'ai commencé à travailler autour de cet axe, la lumière naturelle, autour du deuxième axe qui était dans l'intention initiale de dialoguer avec la polychromie architecturale du Corbusier. Donc le Corbusier, il est moins connu pour ça que pour toute son œuvre bâtimentaire, mais en fait, il a fait un travail où il a établi des gammes de couleurs. Au départ, c'était un travail qu'il avait fait avec Salubra, qui était un fabricant de papier peint, mais qu'il a déployé de manière beaucoup plus large par la suite, où il a établi des palettes de couleurs pour l'architecture. Et donc, dans la Villa Savoie, c'est une villa qu'on appelle Villa Blanche parce qu'effectivement, à l'extérieur, elle a été restaurée plutôt en blanc. Ouais. Vous ne connaissez d'ailleurs pas forcément sa couleur d'origine, elle avait été tellement dégradée qu'on ne sait plus vraiment si elle était blanche, mais en tout cas, elle est blanche. Mais en fait, à l'intérieur, il y a pas mal de couleurs sur les murs, sur les
les, le mobilier qui est intégré dans la villa. Et donc, il y avait un travail qui venait d'être fait d'ailleurs par les équipes de restauration de la Villa Savoie, où ils avaient fait une forme d'archéologie de la couleur pour retrouver, malgré les différentes strates de rénovation qui avaient été faites un petit peu rapidement, la couleur d'origine de chaque mur, en référentiel avec ce fameux nuancier de la polychromie architecturale du Corbusier. Et ils avaient restauré toutes ces peintures, si possible, de la manière la plus fidèle à ce qu'auraient pu être ces peintures d'origine. Donc, il y a 7 couleurs de la polychromie architecturale présentes dans cette villa. Et donc, moi, j'ai voulu créer des pièces qui, tant que faire se peut, dialoguaient avec les couleurs présentes dans chaque pièce de la villa. Et donc, j'ai composé à partir de 3 grands matériaux, les miroirs colorés, les plexiglas translucides et également des textiles imprimés translucides, 10 objets qui jalonnent le parcours des visiteurs, qui s'inscrivent dans les pièces de la villa. Donc la piscine dans le jardin, un étendoir aussi dans le jardin, des assiettes dans la salle de bain, un miroir des assiettes dans la cuisine, un miroir dans la salle de bain. Et chaque objet est plutôt une sculpture, parce qu'il n'a pas vocation à être utilisé dans le cadre de l'exposition, mais qui met en scène à chaque fois une matière qui va permettre de filtrer la lumière naturelle, de la mettre en scène, et qui va résonner avec les couleurs de la polychromie présentes dans la villa. Donc là, tu me demandais quelle est la démarche, mais ça a été effectivement, j'ai puisé dans toute la grammaire, dans toutes les expérimentations que j'avais pu faire avant, tous les matériaux que j'avais pu tester pour là proposer des objets qui s'inscrivent vraiment particulièrement dans un contexte, avec une histoire, en proportion, en des jeux de proportion, de design de ces objets qui résonnent avec les proportions de la villa. Il y a par exemple sur la terrasse, j'ai créé un objet que j'avais appelé la girouette, qui est un objet à travers lequel il y a 2 filtres colorés imprimés. On peut regarder la villa à travers, et donc là, c'est une structure en acier. J'ai repris les dimensions des rampes qui permettent de monter sur le toit terrasse pour reprendre le même langage que celui de la Villa Savoie. Donc là, il y a vraiment, ça c'est peut-être mon côté designer plus qu'artiste, qui travaille vraiment en dialogue avec l'architecture, mais aussi avec le contexte, vraiment, et les contraintes du contexte telles qu'elles se présentent à moi dans le projet. J'imagine la réflexion qu'il y a derrière un projet comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Meaningful, parce que même les photos du projet sont vraiment, moi je trouve ça vraiment magnifique et hyper intéressant à regarder. Je mettrai le lien en description pour que les auditeurs puissent aller voir. Et du coup, en fait, j'imagine qu'aussi tu as certains projets en fait qui ont vraiment le but d'améliorer une certaine expérience utilisateur, on va dire. Donc là, du coup, je change d'exemple de projet. Mais par exemple, le projet que tu as réalisé pour le métro de Lille, là, tu as vraiment un objectif d'expérience utilisateur que tu souhaites améliorer ou changer ou analyser. Oui, tout à fait. Alors, la question de l'expérience, elle est présente dans les 2 cas. En fait, je pourrais revenir à la Villa Savoie parce qu'en fait, elle est très présente aussi, même si on est dans un contexte de musée ou de visite. Je me suis beaucoup posé la question de l'expérience de visite, et notamment de respecter. Quand j'ai visité plusieurs fois la Villa Savoie, même à des horaires, le mardi matin à 10h, et il y avait des Japonais, des Coréens qui venaient du bout du monde pour voir ce monument de l'architecture moderne, qui est quand même pas non plus dans un endroit hyper central, et donc je voulais respecter. Donc ça faisait partie de l'expérience pour moi de ne pas m'imposer sur leur parcours de visite. Je sais pas, j'aurais pu proposer quelque chose où j'habille toutes les fenêtres de la villa avec des filtres colorés, mais je voulais quand même que les gens qui viennent d'abord voir un bâtiment du Corbusier, voilà, et qu'ils soient pas dérangés non plus par une intervention qui viendrait prendre le dessus. Et donc ça, il y a eu une réflexion sur l'expérience visiteur. Mais effectivement, on n'est pas dans le quotidien des gens. Ils viennent visiter quelque chose, ils viennent recevoir, porter attention à un objet. Dans le cadre du métro de Lille, effectivement, on est dans le quotidien des gens, et ça rejoint ma réflexion initiale sur ce que je veux faire en tant que designer, c'est-à-dire apporter une esthétique dans le quotidien des gens. Et effectivement, la demande initiale était bien celle-là, comment améliorer l'expérience voyageur dans le métro de Lille. Et comme on voulait, l'opérateur du métro de Lille, Keolis et Levia, voulait effectivement expérimenter des nouveaux types de dispositifs participant de l'amélioration de l'expérience voyageur.
Et donc là, c'est d'ailleurs ce projet-là précède en partie la Bourse Agora. Donc instinctivement, je me suis appuyée sur la couleur et la lumière parce qu'on avait des budgets relativement limités et qu'en même temps, il y avait quand même un enjeu architectural dans ces stations assez fort. En fait, elles étaient un peu vieillissantes, elles étaient très hétérogènes dans leur forme, parce que le but, c'était de faire une station ou deux, puis après, de déployer sur d'autres stations, donc trouver quelque chose d'un peu transposable ailleurs. Et donc, effectivement, c'est là que l'idée d'utiliser la couleur et la lumière pour redonner au métro et aux stations leur caractère un peu magique et merveilleux. Parce qu'effectivement, le métro de Lille était le premier métro automatique au monde. Donc, quand il a été construit en 1983, les gens venaient sur le chantier du métro et regardaient les métros sans conducteur, enfin, comme nous, on a vécu après à Paris plus tard avec la ligne 14. Enfin, c'était un objet de fascination. Mais aujourd'hui, ce métro, il est plus regardé comme un objet du quotidien, avec ses dysfonctionnements, avec son usure, etc. Et donc, moi, je trouvais que cette histoire de ce métro automatique, super moderne, super rapide, super efficace, il fallait d'une manière ou d'une autre, la raconter. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de merveilleux, de comment on peut redonner un peu de magie dans le métro. Et là, la lumière et la couleur me sont apparues comme un médium intéressant, à la fois pour raconter cette histoire-là et à la fois pour aussi, effectivement, un peu réhabiliter architecturalement des stations sans les moyens d'une réhabilitation complète. Donc, il y a effectivement 3 interventions sur le parcours du voyageur à la station République Beaux-Arts, dont une première qui est un couloir dans lequel on est immergé grâce à des miroirs, des jeux de miroirs infinis. Donc, on est presque dans le langage de la fête foraine, et où la couleur, là, elle est utilisée de manière totalement artificielle, mais elle change en fonction de l'heure du jour et de la nuit, enfin, en tout cas, du matin et du soir. Donc, elle s'adapte au fameux cycle circadien. Donc, le matin, la lumière, elle est plus froide dans mon installation, elle est plus chaude le soir, pour justement éviter de surstimuler la rétine le soir avec du bleu, par exemple. On sait que certains types de lumière bleue empêchent de dormir. Et donc, il y a un cycle comme ça de lumière qui s'adapte effectivement encore une fois, cette histoire du cycle du soleil, qui est celui sur lequel nos rythmes biologiques sont calqués. Ça, c'est une des installations. Il y a une installation qui met en valeur l'architecture et une sculpture avec, de manière un peu pop et un peu humoristique aussi, qui met en scène une réplique de Spartacus qui est dans la station. Et puis après, donc, quand on descend les escaliers, il y a deux enseignes en miroir qui sont des enseignes qui affichent un message, mais qui se recomposent en fonction des mots qui sont allumés ou éteints. On a appelé les mots doux et qui permet en un seul enseigne de créer des messages comme bienvenue à vous, la ville est belle, la ville est à vous, et d'accueillir les voyageurs en station. Donc là, il y a 3 manières d'utiliser la lumière très différentes. Une par le signe, le néon, qui est celui qu'on connaît, mais de manière beaucoup plus pas publicitaire mais accueillante. Une qui est, on va dire, la mise en valeur d'un objet avec la lumière colorée. Et puis une qui est vraiment par l'immersion et le fait de transformer un espace en le colorant. Et effectivement, les retours qu'on a eus, ça a été... on a fait des tests avant d'installer cette installation et puis après, avec des gens qui n'avaient pas forcément conscience, mais effectivement, la perception était de plus de sentiment de sécurité, parce que la couleur ramenait quand même un sentiment de sécurité, même si les gens ne voyaient pas ce qui avait changé, ils se disaient, ouais, il y a quand même quelque chose c'est plus joyeux, effectivement, enfin, voilà. Alors que les couleurs globalement de la station étaient quand même très marronnages, très brunes, liées au revêtement qui était utilisé à l'époque. Ok. J'aime bien cette histoire du métro Lille. Du coup, j'avais vu effectivement le résultat du projet, mais je connaissais pas l'histoire derrière. Ouais, donc c'était vraiment une volonté de ta part, en fait, C'est bien, je trouve, de faire des choses comme ça, de vouloir repartir de quelque chose qui vient d'historique, en fait, et le réhabiliter aujourd'hui, en fait, de cette façon-là. Puiser dans la mémoire collective. Alors après, bon, on fait pas toujours le lien quand on est sur place, mais en tout cas, moi, c'était mon cheminement de designer, et puis aussi pour l'équipe communicante du métro, ça leur a beaucoup parlé, parce que eux-mêmes avaient un peu oublié, en fait, leur propre histoire. Or, c'est aussi ça, des fois, le travail de designer. Moi, je m'étais replongée dans les archives très rigolotes du métro de Lille, où on voyait des enfants qui parlaient des stations, et
et qui en plus, c'est vrai que quand on est dans une architecture à Lille très post-moderne, en fait, chaque station a été faite par un architecte différent. Du coup, et avec vraiment cette esthétique post-moderne un petit peu soit néoclassique, donc pas du tout d'époque, mais on reproduit quelque chose d'un peu néoclassique dans la station République Beaux-Arts, soit des choses très très futuristes dans d'autres stations. Et donc c'est vrai que c'était pas évident de trouver des propositions qui pourraient à terme s'adapter à ces différents contextes. D'ailleurs, on n'a pas réussi à finalement déployer ce projet ailleurs. Mais parce que justement, on n'a pas trouvé de station où il y avait des espaces pour faire quelque chose d'un peu aussi iconique qu'un Beaux-Arts. Et il y avait aussi cette question, il y avait des stations qui étaient en sous-sol et des stations qui étaient à l'extérieur. Et donc, il y avait effectivement, dans les réflexions qu'on avait menées en amont, des propositions qui touchaient à la lumière artificielle pour tout ce qui était en sous-sol et des choses qui étaient plus des applications de films, etc., pour tout ce qui était lié à la lumière naturelle. Et vu qu'on parle de ces différents projets, il y a quand même un projet dont on n'a pas vraiment parlé et qui est du coup, je pense, la concrétisation aussi de tous tes travaux. C'est l'exposition à la Milano Design Week donc, que tu as réalisée cette année, en 2024. Et Oui. du coup, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ce projet-là? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est pas une nouvelle exposition parce qu'en fait, ça reprenait en partie évidemment tous les travaux qui ont été menés depuis 3 ans. La bourse Agora, sur laquelle j'ai basé mes recherches sur les couleurs de la lumière, en fait, est structurée. C'est une bourse de recherche qui est attribuée tous les 2 ans à des designers. Et donc, on a 2 à 3 ans pour mener nos recherches. Et elle se conclut non pas par une publication comme on pourrait avoir en recherche classique, mais par une exposition. Encore une fois, on est dans la recherche en design, donc le médium, c'est l'objet ou la matérialité. Et donc grâce à cette bourse Agora, les 3 lauréats qui avaient gagné la bourse en 2021 dont moi, avaient l'occasion d'exposer à Milan en 2024. Donc Milan, la Milano Design Week, faut savoir, pour les designers, c'est un peu c'est comme l'équivalent du salon de l'auto. Maintenant, il y en a partout dans le monde, mais en tout cas, Milan, ça reste la référence dans le monde du design, en tout cas celui du mobilier, de l'édition dont je parlais au départ. Et ça s'est énormément étendu à tous les domaines du design pour être une source d'inspiration pour les designers du monde entier. Et donc, exposer à Milan, c'était assez impressionnant parce que effectivement, on sait qu'on va présenter son travail devant que des designers, donc vraiment qui ont un regard quand même assez fin sur ce type de proposition. Et effectivement, moi, j'en ai profité pour effectivement proposer des pièces qui avaient été produites dans le cadre de la Villa Savoie, alors un petit peu hors contexte, mais qui me permettaient de montrer ces réflexions sur les couleurs, sur la lumière naturelle. Et j'ai complété avec 5 autres objets qui, eux, traitaient de la lumière artificielle. Donc 2 lampes, une lampe de chevet, une lampe de table, une applique, et je dis 5, j'en oublie toujours un. En tout cas, il y avait effectivement une horloge de couleur. Ouais. Donc il y a un objet qui a la croisée entre l'éclairage et l'électronique, puisqu'il y a toute une programmation qui permet d'afficher l'heure en couleur. Et cette exposition donc présentait ces objets, le résultat de ces recherches, mais présentait également un petit descriptif des différentes étapes, en tout cas de ce qui structure ces différents objets. Et moi, ces recherches, je les ai structurées en 4 parties. Donc la partie couleur, effectivement, donc toutes les recherches sur la couleur, les associations de couleurs, qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble, fonctionne moins bien. Texture, parce qu'en fait, je me suis aperçue que pour effectivement sculpter la lumière, la couleur de la lumière, en fait, c'est là où c'est jamais complètement isolé de la matière. Les textures ont un impact très fort, la transparence, la translucidité, voire les jeux de relief qui vont permettre de sculpter la rencontre entre 2 couleurs. Oui, j'avais des stores lumineux aussi, exactement. L'espace, donc ça, on en a parlé avec l'ami de la Savoie, qui évidemment, la lumière pour exister et la couleur de la lumière pour exister a besoin d'une mise en espace. Ouais. Elle a besoin de texture, elle a besoin d'une mise en espace, et enfin le temps, puisque effectivement, le temps est cette 4e dimension qui est très présente quand on parle de couleur, enfin de lumière, mais quand on parle aussi particulièrement de couleur de la lumière, parce qu'il y a effectivement la question du jour et de la nuit, lumière naturelle, lumière artificielle, mais il y a aussi la question en fonction de l'heure qu'il est dans la journée, la lumière et la couleur de la lumière vont pas être la même. Donc effectivement,
Là, j'ai produit tout au long de mes recherches 2 objets qui travaillent qui évoquent cette question du temps. L'horloge de couleur, qui elle est assez évidente, mais aussi à la Villa Savoie, un objet que j'avais appelé la coiffeuse parce qu'elle était située dans le boudoir et qui est en fait un objet cinétique composé de 3 panneaux de plexiglas coloré de différentes couleurs qui vont se déplacer grâce à un système de rails motorisés très doucement et donc se superposer un peu comme un tableau dynamique et donc créer des motifs différents. Et la vitesse de déplacement de ces panneaux, elle est corrélée à la luminosité dans la pièce. Donc effectivement, plus il y a de lumière, par exemple le matin, il y avait beaucoup de lumière dans cette pièce, les panneaux allaient un peu plus vite, et puis moins il y avait de lumière, plus on s'approchait du soir, plus les panneaux ralentissaient jusqu'à s'arrêter la nuit. Et donc là, il y a un rapport effectivement pour illustrer la course du temps qui passe et au cours de laquelle la lumière évolue, en étant plus ou moins forte, plus ou moins intense, puisque le soleil tourne. Voilà, donc cette notion du temps est très présente aussi dans les projets liés à la lumière et en tout cas liés à la couleur de la lumière que moi j'ai pu mener. Donc ces 4 dimensions, elles structurent en fait aujourd'hui soit certaines dimensions structurent certains projets, soit elles structurent tous les projets. Et du coup, pour continuer tous ces projets que tu fais, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui t'attend dans l'avenir? Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce que tu as prévu de réaliser dans je sais pas, l'année prochaine ou même dans les 5 ou 10 ans à venir? Alors là, en ce moment, on a un projet qui va sortir en septembre pour la Paris Design Week, qui est un projet qui s'appelle Chromaverse et qui est une expérience en réalité virtuelle qui tire parti, qui justement met en scène toujours le même thème, couleur, lumière, architecture. C'est une expérience contemplative et esthétique dont le but est vraiment de montrer, de faire porter attention à cette dimension et ces interactions que peut avoir couleur, lumière et l'espace. Et moi, j'ai utilisé la réalité virtuelle pour 2 raisons. Un, parce que en fait, un casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est des photons de la lumière dans nos yeux. Donc pour moi, c'est l'essence même de la lumière et donc je voulais expérimenter ce médium. Et aussi parce que architecturalement, ça me donne plein de possibilités, puisqu'effectivement, on est dans un monde virtuel, de travailler des échelles que, évidemment, je n'aurais jamais la possibilité de travailler, en tout cas à court terme, dans mon quotidien, et de travailler voilà, des architectures qui sont elles-mêmes conçues pour mettre en valeur la lumière et la couleur. Donc voilà, il faudra venir le tester chez Meaningful à la rentrée. C'est assez fascinant, c'est encore un autre médium, alors avec ses limites aussi, parce qu'on se rend compte qu'en réalité virtuelle, il y a des choses qui rendent très bien, mais pour obtenir la même qualité d'esthétique de la lumière que dans la vraie vie, en fait, il y a ça demande un effort quand même assez conséquent. C'est très différent, et puis il y a des limitations, malgré les promesses qu'on peut faire avec la réalité virtuelle, il y a des limitations techniques, d'affichage, etc., qui font que même si là, on est très content, on a réussi à avoir un niveau de rendu très qualitatif plastiquement. Voilà, pour arriver à ce degré-là, il faut justement faire des compromis, peut-être réduire un certain degré d'interactivité, etc. Voilà, mais c'est un nouveau médium et c'est aussi très intéressant. Donc, et puis, ça permet effectivement de commencer à poser la question aussi de l'interaction avec la lumière. Donc, on a d'autres projets qui sont liés à tout ce qu'on fait à l'agence autour du numérique, où il y a aussi des aspects d'interactivité avec la lumière. Et de manière plus large, effectivement, moi, la recherche, j'ai un peu fait un cycle avec cette exposition à Milan, et c'est quelques projets qui se terminent, mais mon but, ça va être de continuer à développer des objets basés sur ces 4 axes, couleur, texture, espace et temps. Peut-être élargir à la question de la lumière en général, pas forcément toujours les couleurs de la lumière, mais en tout cas, voilà, continuer à travailler cette grammaire dans des objets, dans des installations artistiques, mais aussi avec mes clients, puisque aujourd'hui, ces recherches qui étaient plutôt initiées de manière pas du tout sur un angle business avec nos clients. Aujourd'hui, on a certains de nos clients historiques qui voient ce qu'on fait et qui se disent « Ah bah tiens, moi, la lumière m'intéresse, effectivement, je travaille dans l'optique, je travaille dans le bâtiment. Est-ce qu'on peut développer aussi ensemble des expériences sur mesure pour valoriser mes produits, pour valoriser mes projets ?»
Ça pourrait être le cas, par exemple, effectivement, voilà, dans le cadre d'un industriel comme vous, comme Commerce Steel, Solar Screen, vous avez des produits, mais à un moment, il faut pouvoir montrer ce que les designers et les architectes peuvent en faire. Et c'était exactement l'objet de cette exposition à Milan. C'était pas de montrer des objets pour dire, voilà, regardez, je fais des beaux objets. C'était regarder comment on peut utiliser ces techniques de production de lumière colorée de manière innovante. Et surtout, comment on peut... La couleur de la lumière, elle vous fait peut-être un peu peur parce que vous, en tant qu'architecte ou designer, vous avez l'impression que c'est un peu kitsch. Mais en fait, bien travailler avec les bonnes sources de lumière, avec les bons filtres, en fait, on peut créer des esthétiques nouvelles et en fait, qui tirent parti de ces technologies-là, de ces produits, des filtres colorés comme ceux que vous produisez. Et donc, travailler ces mises en scène, en fait, c'est ça l'exercice que j'ai pu faire à Milan et que j'aimerais bien continuer à développer avec soit à titre personnel, soit avec des clients pour lesquels il y a plein de choses à faire. Chacun a ses technologies et comment les valoriser, comment les raconter. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aime bien ta vision des choses, effectivement, de dire que voilà, tu vas piocher un peu des choses qui existent et puis montrer comment toutes ces choses peuvent fonctionner ensemble et puis montrer effectivement aux utilisateurs que toutes ces choses-là ont un intérêt des fois qu'on ne soupçonne pas. Oui. Super. Écoute Marine, je te remercie infiniment. C'est vrai que le sujet peut être un petit peu complexe quand on n'est pas dedans ou quand on s'y connaît pas. Et là, je pense que déjà moi j'ai appris plein de choses. Je pense que les auditeurs aussi. Donc vraiment merci. Et merci pour l'invitation. J'espère que c'était pas trop abstrait parce que on est que dans la voix et effectivement c'est pas facile de parler de ces projets-là sans les montrer, mais j'espère pas avoir été trop théorique. C'est vrai que le côté visuel joue beaucoup, donc c'est pour ça que je vais mettre le lien de Meaningful dans la description pour que les auditeurs puissent aller regarder, puissent mettre en fait un visuel sur les mots par rapport aux différents projets que tu as réalisés. Et puis voilà, merci infiniment. Merci aux auditeurs pour l'écoute. On espère avec Marine que ce sujet vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Au revoir!